S'engager pour libérer la France. C'est en entendant le thème du concours national de la résistance et de la déportation de cette année que j'ai eu l'idée de proposer à mon professeur d'histoire-géographie d'interviewer mon arrière-grand-père qui a rejoint la résistance pour poursuivre la lutte contre l'occupant allemand. Le but de ce film est pour moi de comprendre pourquoi et comment un adolescent pendant la Seconde Guerre mondiale s'est engagé à poursuivre la lutte contre les Allemands en tant que résistant. Il s'agit aussi pour moi, en plus de ce travail d'histoire, de transmettre une mémoire familiale liée aux années sombres de l'occupation de la France, celle de mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père est né en 1926 près de Grenoble. Au mois de mai-juin 1940, la France est vaincue et envahie par les Allemands. Après la signature d'un armistice humiliant, son territoire est divisé. Au nord et à l'ouest, la zone occupée par les Allemands. Au sud, une zone dite libre, dirigée par le maréchal Pétain, le chef d'un État autoritaire, le régime de Vichy qui collabore avec l'occupant. Grenoble et sa région se trouvent jusqu'à la fin de l'année 1942 en zone libre. Cependant, le débarquement des Alliés en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942, entraîne l'invasion de la zone libre par les troupes allemandes 3 jours plus tard. L'Italie fasciste, alliée de l'Allemagne nazie, occupe la région grenobloise du 11 novembre 1942 au 8 septembre 1943. Après la capitulation italienne de septembre 1943, les troupes allemandes investissent le département de l'Isère et les Alpes françaises. Entre 1940 et 1945, mon grand-père n'est qu'un adolescent lorsqu'il s'engage dans la résistance. Il rejoint alors les FTPF, les francs-tireurs et partisans français. Il s'agit d'un mouvement de résistance intérieure française créé à la fin de l'année 1941 par la direction du Parti communiste français. Après de nombreuses actions de sabotage sur Grenoble, il intègre le maquis du massif de la Chartreuse jusqu'à la Libération. Voici son témoignage. Quel âge avais-tu en 1942 ? En 1942, j'avais 16 ans. Où habitais-tu ? J'habitais à l'Abistrade, c'est un village de la commune de Saint-Martin-le-Vinou, au nord-ouest de Grenoble. Quand et pourquoi t'es-tu engagé dans la résistance ? Ça, c'est petit à petit en fait, puisque on était une bande de copains qui nous connaissions bien, qui allions à l'école ensemble, qui habitions dans un groupe de cités d'employés de la SNCF. On discutait plus ou moins politique, et on avait émis l'idée de faire quelque chose pour lutter contre l'occupant allemand, l'occupant nazi. Est-ce que d'autres membres de ta famille étaient résistants ? Ils ne faisaient pas partie du même groupe que moi, en tout cas non. En fait, ils n'étaient pas organisés dans la résistance. En fait, moi j'avais 3 sœurs, une plus jeune que moi de 2 ans, et puis 2 plus âgées que moi, une qui avait 4 ans de plus que moi, une qui avait 6 ans de plus que moi. Mes parents m'ont jamais, ne me parlaient pas de résistance, ne m'en ont jamais parlé. J'ai su, après la fin de la guerre, que mes parents avaient accueilli un pilote anglais qui était en perdition. Mais c'était quand même beaucoup secret. As-tu caché à ton entourage que tu étais résistant ? Ah oui, bien sûr. Ah oui, non, mais il n'était pas question de crier sur les toits qu'on était résistant. Hein.
c'était tout à fait secret et confidentiel. Comment communiquais-tu avec les autres membres de ton réseau? Alors, moi je faisais partie des FTPF, francs-tireurs et partisans français. C'était une organisation nationale qui était très structurée en fait, je ne connaissais que les membres de mon groupe, c'est-à-dire 6 ou 7 jeunes gens, et puis le chef qui était en général quelqu'un de plus âgé. À quelles actions de résistance as-tu participé? Eh bien, j'en ai fait plusieurs. En l'occurrence, nous avons donc commencé entre jeunes à faire des actions de résistance un peu faciles, je veux dire, distribution de tracts, affichage, autre chose comme ça. Et puis, nous avons été contactés par un homme d'une quarantaine d'années qui avait déjà une certaine expérience, qui était déjà dans la résistance. On a fait en particulier, on a en particulier provoqué le déraillement de trains de marchandises de manière à obstruer la voie et gêner le trafic des Allemands. Comment vous procuriez-vous des bombes? Les bombes, c'était des fabrications artisanales. C'était des boîtes de boîtes de conserve vide, des boîtes d'1 kilo de petits pois par exemple, qu'on avait rempli d'un explosif avec une mèche, un cordon et un détonateur. Le cordon, ça s'appelait le cordon Bickford. On allumait d'un côté, puis tout doucement, la flamme arrivait au détonateur et ça pétait. Voilà. On a fait des choses alors qu'on n'était absolument pas armés. Les FTP qui étaient d'obédience communiste n'ont jamais eu de parachutage d'armes par les Alliés. Nous, on est resté tout le temps de la résistance sans armes. À la fin, on avait un pistolet, c'était pas un pistolet d'ailleurs, c'était un revolver à barillet avec 6 ou 7 cartouches que personnellement je n'ai jamais utilisées. On était très inexpérimentés et qu'on a fait des actions qui ont réussi, beaucoup d'actions qui ont réussi, quelques-unes qui n'ont pas réussi, et d'autres actions où on a frôlé la catastrophe. On était déjà au maquis, là, c'était donc près de la fin de la guerre. Et il y a un des groupes, qui n'était pas le nôtre, qui était donc à Girieux quand même, qui avait pour mission d'aller faire un barrage sur la route nationale Grenoble-Lyon pour essayer d'avoir soit de la nourriture, soit des vêtements. Et ils ont arrêté un commerçant qui venait de Saint-Laurent-du-Pont et qui allait au marché à Grenoble et qui avait une camionnette pleine de vêtements. Et ce commerçant leur a dit, écoutez, je reviens tel jour à telle heure, là je serai au complet, vous pourrez m'arrêter et je vous donnerai tout ce que vous voulez. Voilà. Alors ils sont remontés à Girieux, et puis à Girieux, c'est mon groupe, avec moi à la direction, qui a été chargé d'aller intercepter ce commerçant sur la route de Lyon.
Et le jour à l'heure dite, on était au bord de la route, on n'était pas très en vue, mais en fait on avait une bonne vue sur la route. On a vu arriver de Grenoble une série de camions militaires, c'était des Waffen-SS ou des miliciens, c'était probablement des Waffen-SS. La voie du chemin de fer, qui n'était pas très loin, elle était à 200 mètres au sud, il y a un train blindé qui est arrivé, qui a commencé à tirer, ça nous a alertés. Alors on a tout de suite compris, on a vu qu'on n'était pas de force, on s'est carapaté comme on a pu, et voilà, et en fait, les 6 ou 7 les participants, en fait, ont pu regagner le maquis. Non, il fallait monter dans la montagne. On a été poursuivis par une moto qui nous a jamais trouvés. On a eu beaucoup de chance finalement de s'en sortir. Voilà. Bon, il y a une autre fois où on a eu aussi une chance. C'était pas une catastrophe là, mais c'est une chance. On avait fait un sabotage d'usine de presse qui devait partir pour l'Allemagne, ça se passait à Grenoble. Et puis on avait mis des bombes qui devaient exploser dans les minutes suivantes. Et en sortant de l'établissement, on avait passé sur la route un convoi militaire allemand, en fait des militaires allemands à pied qui défilaient. Bon, on brillait pas, puis ils sont partis, puis nous on est partis de l'autre côté, puis bon, on les a pas revus. On a eu beaucoup de chance. Quand est-ce que tu es devenu maquisard? Alors, c'était presque la fin de la guerre. Au débarquement américain en Normandie, notre groupe qui agissait en ville, on travaillait dans la journée, on faisait des actions le soir. Notre groupe a donc été... On lui a demandé de monter en Chartreuse. On est parti au-dessus de Proveysieux, c'est en Chartreuse, on était dans la prairie de Girieux. C'est une grande prairie qui devait servir de pâturage aux moutons l'été. Et on s'est retrouvé ici il y a une grande prairie avec 3 ou 4 maisons, plutôt des cabanes, et on s'est retrouvé dans notre cabane, on était 6 ou 7, c'était notre groupe. Il y avait un autre groupe dans une autre cabane et un autre groupe dans une troisième cabane. Et il y avait une petite cabane au milieu de la prairie dans laquelle quelquefois venaient les gens de l'état-major. Bon, voilà, à part ça, je disais que on ne connaissait que les gens de notre groupe et notre chef. Toi et ton groupe, vous déplaciez-vous beaucoup pour faire des sabotages? On se déplaçait pas beaucoup, hein. Moi j'ai fait des actes de résistance à Grenoble, dans la ville même, surtout sur la voie du chemin de fer, sur la ligne Grenoble-Lyon. Et puis bon, j'ai fait un sabotage d'usine qui fabriquait du ciment pour les Allemands à Saint-Égrève, c'est pas très loin de l'endroit où j'habitais. On n'a pas eu de grands déplacements en fait. Y avait-il d'autres groupes de résistants autour de vous? Alors à part les FTPF, il y avait l'armée secrète, c'était des groupes aussi, beaucoup plus fractionnés que nous, c'était pas structuré comme les FTP.
il y avait quand même dans les groupes d'AS, en général, ils étaient surtout composés beaucoup composés de jeunes gens qui étaient entrés dans ces groupes-là pour ne pas partir au service de travail obligatoire en Allemagne, le STO en Allemagne. Par contre, l'AS, qui était souvent commandé par d'anciens officiers français, ont reçu des parachutages d'armes. Il y avait quand même au moins un groupe dans la région grenobloise, c'était le groupe Stéphane. Stéphane, c'était un ancien officier, c'est un officier de l'armée, qui avait constitué un groupe AS, donc armée secrète, qui était armé et qui a fait des actions militaires, vraiment des attaques de choses allemandes. As-tu été arrêté? Oui. Eh oui, j'ai été arrêté par la Gestapo après une dénonciation d'un camarade. Et quand j'ai été arrêté par la Gestapo, c'est là que j'avais commencé, donc on était dans cette prairie de Giry en Chartreuse, c'est-à-dire à peu près 10 à 15 km de Grenoble, et on a décidé tous les deux d'aller faire un tour en ville à Grenoble. C'était une décision idiote, mais bon, on l'avait fait. Quand on est jeune, on n'est pas toujours raisonnable. Et donc nous sommes partis. Il fallait prendre le tram à Saint-Égrève pour arriver à Grenoble. Arrivé à Grenoble, l'entrée de la ville était barrée par des barbelés et on passait individuellement à l'entrée du pont pour traverser l'Isère et entrer dans la ville. On passait individuellement devant un militaire allemand. Et là, lorsque dans le tram, on a rencontré un camarade de classe qu'on savait notoirement être collaborateur, mais enfin, on ne s'est pas spécialement méfié. Et au passage, à l'entrée à Grenoble, il s'est passé juste devant nous. Il a parlé en allemand à la sentinelle qui était là, et on nous a fait mettre de côté. Il nous a dénoncé en fait. Et on a été conduit ensuite au bureau de la Gestapo à Grenoble, où on était reçu dans un bureau, dans un très grand bureau, par un officier allemand qui était assis derrière sa table, une grande table. Nous, on était debout devant. Il nous a posé des questions auxquelles on a répondu, probablement des questions d'identité. Et puis à un certain moment, l'officier allemand a quitté la pièce. Il est allé dans une pièce à côté. Il est resté un grand moment absent. On était seul dans le bureau, avec une fenêtre donnant sur l'extérieur, derrière son bureau, ouverte. Alors la question qu'on s'est posée, c'était, est-ce qu'on va sauter ou on ne va pas sauter? Et on n'a pas sauté. L'officier allemand est revenu. Et puis au bout de quelques instants, il nous a libérés. Alors on est sorti de l'immeuble de la Gestapo. On s'est rendu compte en passant devant les sentinelles qui étaient à l'entrée de l'immeuble, ils avaient un air étonné de nous voir relâchés. Bon, bref. Alors on est reparti et on est allé dans un endroit où on voulait aller. En fait, les bals étaient interdits, mais il y avait des cours de danse faites par des dames. Et on est allé dans ce cours de danse avec pour objet, pour but,
de cirer nos chaussures, parce que nos chaussures n'étaient pas cirées et c'était un moyen de repère. Voilà. Et on a rencontré des gens qu'on connaissait, notamment là j'ai rencontré ma femme, je la connaissais déjà. Grenoble est libérée dans la nuit du 21 au 22 août 1944, une semaine après le débarquement des Alliés en Provence. Les Allemands abandonnent la ville et le lendemain matin, les résistants puis les soldats américains entrent dans la ville sans un coup de feu. Ensuite, moi j'ai incorporé l'armée française. Et bon, comment dirais-je, la réflexion qui vient avec l'âge, c'est que vraiment, la guerre, c'est vraiment une grosse bêtise, une connerie monstre. Voilà ce que je veux dire. Oui.